Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Aujourd'hui, nous nous plongeons ensemble dans la partie 2 de l'épisode sur la psychogénéalogie. Nous allons voir plus en détail la signification des prénoms, des noms de famille, mais aussi des surnoms. Alors c'est parti pour ce 128e épisode. Bienvenue dans ce 128e épisode, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un calendrier 2025 Astro Tarot que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous servira pour vos moments d'introspection de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder en barre de description pour profiter de ce cadeau. Je profite aussi pour vous rappeler que si vous êtes thérapeute dans le domaine du développement personnel, spirituel ou ésotérique, vous pouvez toujours participer à la sélection pour être recensé dans l'annuaire de praticiens de la plateforme Esoterra. Les explications et les liens se trouvent en barre de description. N'hésitez pas à y participer, vous avez jusqu'à fin novembre. Si vous aimez cet épisode et voulez soutenir le podcast et remercier Mélanie pour le temps qu'elle nous accorde aujourd'hui, laissez un petit like et un commentaire. Je vous laisse à présent avec l'épisode. Bonjour Mélanie. Coucou Patricia. Je suis super contente de te recevoir à nouveau sur le podcast pour la partie 2 sur la psychogénéalogie qui m'a vraiment été souvent demandée, je dois dire. Tout le monde était vraiment impatient de te revoir. Et moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Je remercie toutes les personnes qui ont commenté la première vidéo, qui m'ont écrit en privé. Je vais donc faire cette partie 2 en vous donnant beaucoup plus d'exemples que dans la partie 1. On va vraiment rentrer là dans le vif du sujet. Ouais, donc aujourd'hui, voilà, comme tu dis, on va vraiment approfondir, disons, ce qu'on avait vu déjà dans l'épisode 1. Tu vas donner beaucoup d'exemples. D'ailleurs, l'épisode 1, je vous invite à aller l'écouter si c'est pas encore fait parce que vous comprendrez mieux de quoi on parle. Ça a vraiment été les bases. Je vous le mettrai aussi en barre de description pour que vous puissiez aller le voir si c'est pas fait. Du coup, je te propose, Mélanie, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je te laisse vraiment y aller comme tu le sens. Peut-être commencer par faire un petit rappel de la psychogénéalogie en quelques mots, et puis ensuite, on se laisse aller. Allez, allons-y. Alors, pour rappel, la psychogénéalogie, ce sont des loyautés familiales que nous avons tous envers notre famille, nos ancêtres. Ces loyautés sont activées dans le cerveau puisqu'elles sont inconscientes. Ce sont des loyautés dont on peut se défaire, bien sûr, avec des exercices divers et variés. Et dans cet épisode, je vais vous donner des exemples dans lesquels vous pourrez peut-être vous identifier, à savoir, ce blocage me parle, effectivement, je suis bloquée à ce niveau-là. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que vous vivez. Je vais aborder des sujets un peu plus sensibles que l'épisode numéro 1, puisqu'en vous donnant des exemples, je vais parler de choses qui peuvent heurter certaines personnes. Alors bien sûr, je n'utiliserai pas de mots choquants et je ne donnerai pas de détails dans les exemples, mais je préfère quand même vous prévenir que dans certaines mémoires, on peut parler de choses pas très confortables. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à faire avance rapide au moment où je vais parler de ce sujet sensible. Voilà pour cet épisode 2, les grandes lignes. Il y aura vraiment beaucoup d'exemples. Alors avant de commencer au niveau des exemples, je voulais aussi vous dire que si vous reconnaissez une amie ou quelqu'un de votre famille dans un cas que je vais énoncer, si la personne n'est pas éveillée, si la personne ne vous a pas demandé d'aide, surtout ne lui en parlez pas parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler et à mettre le nez dans ce blocage. Alors si vous réussissez à identifier, c'est tout à votre honneur, bravo, mais si la personne ne vous a pas sollicité, ça sert à rien, je dirais, de la contacter. Et même chose pour vous, s'il y a des choses qui vous parlent mais que vous ne vous sentez pas bloqué, c'est que ce n'est pas à libérer. Ça c'est vrai, c'est important de le dire. J'ai eu aussi certaines remarques de personnes qui étaient revenues
revenu suite à l'épisode 1 et qui me disait « Ah ça m'a beaucoup parlé, mais par contre ça, je trouve que ça colle pas du tout avec moi ou bien ça. » Et c'est tout à fait OK, puis c'est bien de le voir, c'est que soit ça colle vraiment pas avec vous, soit que c'est juste pas le moment de l'entendre et puis de le conscientiser, donc c'est tout à fait OK. Et puis il faut pas prendre à chaque fois, voilà comme tu disais, ah oui, il faut pas tout de suite aller contacter tous les Christophe que vous connaissez et puis leur dire ce que je vous dis parce que chacun son histoire et c'est important de le savoir. Ouais. Exactement. Là, le but, c'est vraiment de vous expliquer plus, on va dire, comment s'active une mémoire, une loyauté familiale, mais c'est pas d'aller faire des recherches dans votre arbre généalogique, sauf si vous en ressentez le besoin, et c'est pas d'appeler tous les copains, les copines, les cousins. Non. Je vais, avec des exemples très simples et très courts, vous allez vraiment comprendre votre inconscient, comment est-ce qu'il vous conditionne dans cette loyauté familiale. Super, top. Alors pour tout ce qui est, comme tu as dit au départ, tu as fait cette petite annonce, ce petit trigger warning, comme on dit en anglais. Je pense que pour cet épisode, je vais le séparer un peu en chapitres et je mettrai le temps de chaque chapitre en barre de description si vous souhaitez passer comme ça d'un chapitre à l'autre. Ça sera peut-être mieux pour éviter peut-être certains passages qui peuvent un petit peu vous chambouler. Super. Moi, de mon côté, si vous voulez bien, je vais commencer à vous parler un petit peu qui consulte. Je fais un bref rappel qui peut consulter. J'explique beaucoup plus en détail dans l'épisode 1, mais en gros, qui peut consulter si vous vous sentez bloqué pour des raisons diverses et variées. Si vous vous sentez appelé par la psychogénéalogie, vous pouvez consulter. Il n'y a pas besoin d'avoir une problématique bien précise. Par contre, ne peuvent pas consulter toute personne ayant un problème psychologique parce que ça peut activer le problème en question. Par exemple, je pense aux schizophrènes, toutes ces pathologies-là, les soins, les consultations, c'est pas tip-top. Mais tout le monde peut consulter pour la psychogénéalogie, même sans problématique particulière. Si vous vous sentez appelé, c'est OK. Nous irons voir ensemble la problématique en question. Je vous rappelle que on peut se réparer seul. Je m'explique. Dans mon concept à moi de l'incarnation, c'est-à-dire que dans ma vision des choses, nous nous incarnons de vie en vie avec la même âme. Et cette âme, elle se réincarne avec ses problématiques, ses qualités aussi, mais ses problématiques. Donc, dans un premier temps, pour vous donner quelques exemples de la manière dont l'âme essaye de se réparer seule, eh bien, par exemple, dans le choix de carrière, dans le métier, eh bien, parfois, on est médecin de père en fils, de mère en fille. Et ça peut être une loyauté inconsciente qui est je marche dans les pas de mon père. Si je ne le fais pas, je trahis le clan. Ça peut être aussi une réparation, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires de maladies, de morts violentes. La famille n'avait pas les moyens de faire appel à un médecin pour recevoir des soins. Donc, je cherche en m'incarnant à réparer cette mémoire et je suis médecin. Alors, c'est pas vraiment par passion, c'est par réparation. Ça veut pas dire que la personne en question ne va pas aimer se lever tous les matins et faire de la médecine, ça veut dire que ça reste quand même une loyauté inconsciente qui est une loyauté où on essaye de réparer. Ça peut être aussi dans l'abondance, financière ou non, dans la réussite des projets, par exemple. Ma famille a une mémoire de faillite qui agit donc sur la descendance et il y a une loyauté qui empêche de faire mieux et de réussir là où les aïeux ont échoué, c'est-à-dire qu'on a tout perdu dans cette famille et donc on reste loyal dans les projets qui ne marchent pas ou qui ne génèrent pas d'argent parce que ma famille a échoué dans ses projets, ma famille n'a pas eu l'abondance, donc moi, j'ai beau lancer ma société, ça ne décolle pas parce que par loyauté, eh bien, je reproduis ce blocage toujours de manière inconsciente. Il y a aussi, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, il y a aussi les relations conflictuelles, amicales et familiales où il y a des déchirures dans les fratries, dans les familles, où il y a des dettes qui ne sont pas réglées, il y a des mémoires de trahison. Et ça, on le voit beaucoup dans les prénoms, par exemple, le fameux Roméo et Juliette, où la famille se déchire, où il y a toujours des problèmes amoureux. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi évidemment les mémoires d'adultère, les mémoires de violence sexuelle, qui peut faire que, eh bien, parfois nous n'avons pas de plaisir à ce niveau-là, que parfois nous n'arrivons pas à tomber enceinte. Il y a aussi des maladies à ce niveau-là qui peuvent s'activer, qui peuvent surgir parce que nous avons souffert de violence et donc le corps a enregistré la violence et ça ressort par des petites infections diverses et variées. Il y a aussi tout ce qui est le premier-né en fait, qui est un garçon pour perpétuer le nom du
du père et parfois, au lieu d'avoir un garçon, on a une fille et donc le nom du père n'est pas perpétué. Et ben tout ça, en fait, ça fait des mémoires qui sont très fortes. Et j'ai encore plein d'autres exemples à vous donner. Il y a des mémoires aussi en lien avec le corps. Parfois, on a mal dans notre corps, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, c'est parce que l'ancêtre a été mutilé, violenté, que sais-je. On a des douleurs, des infections, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais parce que ça ne nous appartient pas, parce que le corps enregistre et somatise toutes les violences que les ancêtres ont subies. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui est en lien avec la consommation, l'addiction, l'hyperphagie, la boulimie, se remplir d'un vide qui est dû de manière générale à la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Il peut aussi y avoir des prénoms qui nous montrent cette addiction. Donc c'est tous les prénoms en li, L-I, ou li, L-I-E, puisque lit de vin, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, en psychogénéalogie, que quand on est dans un génosociogramme, on étudie les prénoms. Je pose des questions sur les ancêtres, comment ça s'est passé l'accouchement, est-ce que tu le sais, comment ça s'est passé pour le grand-père. J'essaye de poser plein de questions. C'est de cette manière, en fait, que j'arrive à capter la loyauté. Il y a aussi les exemples au niveau du choix du lieu de vie. Donc, les mémoires de guerre, les mémoires d'exode, les nomades, les sédentaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui ne tiennent pas en place, qui sont tout le temps en train de déménager, en train de voyager. Et ça, vous pouvez être sûr que c'est une peur inconsciente où on ne s'attache pas à son lieu de vie parce que de toute façon, il faudra partir puisque la mémoire de guerre fait qu'il y a une guerre, donc il faut partir. Voyez, c'est toutes ces choses, toutes ces loyautés que vous pouvez avoir. Il y a aussi les croyances autour de l'argent. Alors ça, c'est par exemple changement brutal de statut social, faillite, trahison, déchirure autour de l'héritage, déshéritage. L'ancêtre a pu, par exemple, être riche et a tout perdu, donc changement de statut social. Parfois, mon mari meurt et je deviens pauvre, donc je ne peux pas être riche sans un homme. Alors, bien sûr, toutes les personnes ne seront pas concernées par ce que je suis en train de dire. Il y a des mémoires qui se réveillent ou non. Donc, ne paniquez pas s'il y a des choses que je dis qui vous parlent. Si vous ne ressentez pas de problème d'argent, de blocage, ce genre de choses, c'est OK. N'allez pas déterrer un blocage qui n'a pas besoin de l'être. Donc, en gros, si on résume juste un petit peu toutes ces infos déjà, tu as parlé des mémoires, mais tu as parlé de la loyauté familiale, voilà. Donc, la loyauté familiale, elle peut être liée au prénom, mais elle peut aussi ne pas être liée au prénom. Donc, ça veut dire que quelqu'un, comme tu disais, tu donnais l'exemple avec les métiers, quelqu'un qui, par exemple, dans leur famille, sont tous avocats, l'enfant va vouloir suivre l'exemple du père, par exemple, ou du grand-père pour devenir avocat, même si c'est pas du tout sa vocation, parce que dans sa famille, c'est comme ça que ça se passe, et puis que dès tout petit, il a été baigné là-dedans en disant toi, tu seras avocat aussi comme papa, etc. Donc ça fait ces familles finalement où ils ont tous le même métier. Et puis il y a la loyauté familiale au travers des traumas, donc tout ce qui est, par exemple, si la famille a beaucoup déménagé ou si dans la famille il y a eu beaucoup de décès, etc. En fait, pour les déménagements, c'est aussi les guerres. À l'époque, tu sais, quand il y avait la guerre, on prenait ses clics et ses claques et forcément, on essayait de fuir le pays en question. Donc, c'est en lien parfois à toutes ces familles qui ont dû fuir un pays, un village, une ville. Au niveau du corps, je reviens à ce que tu disais, les souffrances au niveau du corps, c'est aussi parfois dû aux souffrances de nos ancêtres. C'est-à-dire, à l'époque, on n'avait quand même pas le service médical qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on souffrait quelque part, déjà la douleur, on ne la traitait pas, alors qu'aujourd'hui la douleur est très bien traitée. Donc on peut avoir des douleurs dans le corps, de l'eczéma, des boutons, des douleurs somatiques. Alors ça c'est typique quand vous faites une prise de sang, une radio, non monsieur, non madame, tout va bien, il y a rien. Alors ça c'est typique d'un blocage énergétique, d'une loyauté familiale, d'un blocage karmique, que sais-je. Mais quand les analyses révèlent rien et quand vous avez un médecin en face de vous qui lui-même ne sait pas, ça c'est typique d'un blocage énergétique, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est là, dans ces moments-là où voilà, on a un souci de santé, puis qu'on fait tous les examens nécessaires et qu'en fait il n'y a aucune réponse et qu'on ne sait pas d'où ça vient et qu'au final, la seule chose que des fois ils nous disent c'est c'est le stress ou bien c'est parce que vous êtes très angoissé. Là, ça pourrait être une bonne idée finalement de se tourner vers des choses un peu plus alternatives parce que comme la science et comme la médecine n'a pas de solution,
n'a pas vraiment de traitement parce qu'au final, il n'y a rien, à part juste des symptômes, mais il n'y a pas de cause, c'est là que ça serait intéressant de se tourner pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui vient de plus loin. Ouais. Et justement, je rebondis sur les angoisses. Il y a aussi des mémoires de peur et de phobie. C'est-à-dire que parfois, on est stressé, angoissé, sans vraiment de raison. Ou alors, la raison, on va dire, elle ne mérite pas tout ce stress et toute cette angoisse. C'est parce que parfois, on a des ancêtres qui ont été enfermés dans des lieux, dans des prisons. Et donc, on a parfois la claustrophobie qui se déclenche, on ne sait pas trop pourquoi. On a aussi des ancêtres qui ont eu des accidents de cheval, de calèche, de voiture, de que sais-je. Et pareil, on a la phobie de prendre sa voiture, on a l'angoisse de la route, de l'avion. Il y a des maladies aussi qui se répètent parce que l'ancêtre a eu telle maladie, mais à l'époque, on ne savait pas comment la soigner. Il en est mort, pardon. Donc, la maladie se répète. Et puis après, toute proportion gardée, bien sûr, il y a aussi tout ce que vos ancêtres ont reçu dans la spiritualité énergétiquement, c'est-à-dire le mauvais œil, tous les actes, on va dire, occultes qui ont pu être faits contre eux, donc magie noire, sorcellerie et tutti quanti. Ça peut parfois se réactiver dans vos énergies. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise. Si c'est le cas, vous le savez, parce qu'on est épuisé, parce qu'on a une succession de malchance, parce que on n'est pas bien. Alors, si ce n'est pas le cas, pas de panique. Il y a rien qui s'est réactivé. Je le dis parce que il y a aussi beaucoup le syndrome de l'auto-envoûtement, c'est-à-dire que j'ai tellement peur de recevoir du mauvais œil, de recevoir des travaux occultes que, je suis dans l'auto-envoûtement, c'est-à-dire que j'ai tous les symptômes, mais on ne m'a rien envoyé. Donc, si vous ressentez que vous êtes épuisé, mais vraiment épuisé, c'est-à-dire que vous dormez beaucoup, vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit, là, vous pouvez vous poser certaines questions. Si évidemment, vous avez été voir un médecin et si vous avez fait des analyses qui disent que tout va bien. Sinon, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Oui, c'est vrai qu'il faut pas non plus se tirer une balle dans le pied puis commencer à se créer des symptômes et des peurs qui, en fait, je veux dire, c'est pas parce qu'on a 2-3 problèmes qui se suivent que forcément on a le mauvais œil sur nous. Exactement. C'est quand on a ce genre d'énergie, je vous assure, on le sait, hein, parce que notre vie est une catastrophe. Hein. Il y a tout l'électroménager qui tombe en panne, il nous arrive tuile sur tuile. Donc pas de panique, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui peut inquiéter beaucoup de personnes. Je le dis parce que dans le cadre de la psychogénéalogie, ça peut être intéressant d'en parler, mais voilà, restez bien positif dans la lumière et tout va bien. Ouais. Ouais, ça c'est important de le dire parce que quand on est trop dans la recherche de forcément mais pourquoi ça va pas, pourquoi je suis bloquée ici, etc. Commençons petit à petit et ensuite allons chercher vraiment au plus profond parce que ça peut être totalement passager. Tu as parlé un peu des prénoms aussi, ça tu l'avais déjà un peu abordé aussi dans l'épisode 1, certains prénoms qui, même si ils n'ont pas été donnés par rapport à un ancêtre, mais certains prénoms ont déjà un peu une charge. Je me souviens voilà de ce fameux Christophe, je me souviens aussi, je crois, des prénoms avec 2 L, tu avais dit aussi. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Oui, en fait, je reviens rapidement là-dessus parce que dans l'épisode 1, j'ai pas trop étayer, on va dire, mon propos. Au niveau des prénoms, absolument tout a une importance. Il y a parfois certains parents, le jour J, qui n'ont pas de prénom pour leur enfant, ça arrive, hein. Et donc, j'adorais ma copine, donc je t'ai donné son prénom. L'infirmière a choisi parce que j'avais pas d'idée. Eh bien, ça a une importance pour l'enfant. Je rappelle que dans ma croyance, c'est l'enfant qui s'incarne, qui choisit ses parents et qui choisit son prénom. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que c'est vous qui avez choisi le prénom, que c'est pas complètement vous, c'est comme si l'âme de l'enfant vous avait soufflé son prénom. Parce que le prénom a une vibration, le prénom a une incidence. Donc, pour toutes les personnes, par exemple, quand j'étais petite, j'avais une copine, je l'aimais bien, donc je t'ai donné son prénom. J'avais pas d'idée, c'est l'infirmière qui a choisi. Eh bien, ça a une incidence parce que, le prénom n'a pas de hasard, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se cache sous les prénoms? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs lectures pour comprendre. Parfois, le nom de famille et le prénom sont une phrase, genre violence, abus sexuel, manque d'abondance. Quand on met les deux ensemble et qu'on le dit à haute voix, c'est fou au niveau de l'oreille comment ça peut résonner.
Je rappelle également que, bien évidemment, toutes les Julie, par exemple, ne porteront pas, bien sûr, la même histoire et les mêmes mémoires. Donc, par exemple, Julie, à la fin, c'est L-I-E, donc lit de vin. Bien évidemment que toutes les Julie, vous ne serez pas toutes alcooliques ou que vous n'aurez pas toutes de problèmes d'addiction, évidemment. Donc, non, mais c'est quand même important de le rappeler. D'ailleurs, moi qui m'appelle Mélanie, je vous rassure, je bois que de l'eau. Donc, vous voyez, aujourd'hui, donc, au niveau des prénoms, il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est ce qu'on entend à haute voix. Il y a aussi les significations latines, hébraïques. Il y a aussi le prénom du saint, par exemple, Christophe, Paul, Mathieu, tous ces prénoms-là. Il y a aussi les anagrammes. Il y a aussi les hommages des prénoms présents dans l'arbre. Par exemple, tiens, je te donne le prénom de l'arrière-grand-père. Il y a aussi l'origine ethnique qui est très important. Si vous venez d'une famille où tout le monde s'appelle Paul, Marie, Pierre, que sais-je, et que d'un coup vous avez un Ibrahim dans l'arbre, ça peut vouloir dire qu'il y a eu dérapage, fricotage, tromperie. Voilà, ça c'est des petits indices que nous, en psychogénéalogie, on apprend. Il y a aussi le lien avec la religion. Il y a des prénoms qui ont des connotations très religieuses. Il y a aussi la symbolique des lettres. Donc je vais vous donner quelques exemples de prénoms. Par exemple, Pauline. Pauline, on entend peau. Donc la peau, toutes les Paulines n'auront pas des problèmes de peau, bien évidemment, mais ça peut être en lien avec la peau. Par exemple, Jennifer. Dans Jennifer, on entend génie, le génie. On entend aussi je, J-E, ni, N-I, et faire, le verbe je nie faire, c'est-à-dire je ne veux pas faire. Je nie le faire, en fait. Je suis dans l'inaction, je procrastine. C'est la notion de déni. Toutes les Jennifer, évidemment, ne seront pas dans le déni. Il y a aussi, par exemple, le lieu où vous naissez. Par exemple, je pense à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une ville quand même où on entend Saint, et dans Denis, donc le prénom Denis, on peut pas quand même s'empêcher d'y voir le déni. Il y a aussi, par exemple, le jour de la naissance. Par exemple, moi, je suis née le 1er août, et le 1er août, c'est la Saint-Alphonse. Alphonse, moi, quand j'entends Alphonse, j'entends fonce. C'est vrai que je suis un petit peu au taquet. C'est vrai que je suis quand même un petit peu dynamique. Vous voyez, allez voir aussi le jour de votre naissance le nom du saint et essayez d'y voir ce que vous entendez à l'oreille. Il y a aussi, pour finir, le Agnès qui veut dire ange quand même. C'est un prénom très angélique, on est très connecté aux anges et donc on peut être confronté à la mort puisque les anges qui viennent chercher l'âme. Il y a aussi l'anagramme frère-sœur, donc des prénoms des frères et de sœurs qui sont en anagramme en fait. Il y a les mêmes lettres, le même nombre de lettres. Tout ça aussi, ça peut signifier un égrégore assez fort dans la fratrie. Il y a le louis, argent, puisque à l'époque, les louis, c'était des pièces d'argent. D'ailleurs, question bête, peut-être que ça va traverser l'esprit des gens, mais est-ce que du coup il y a un moyen de... parce que on sait, comme tu l'as dit, que l'âme du bébé, quand il s'incarne, finalement, il a déjà une idée de prénom, puis c'est lui qui va le souffler aux parents. Donc au final, on peut dire qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur le prénom qu'on donne à un enfant. Parce que la question, c'était de savoir s'il y avait un moyen de trouver un prénom qui était le moins surchargé possible ou pas du tout. C'est une excellente question. Malheureusement, spoiler alerte, non, vous n'avez pas moyen de choisir un prénom, on va dire, qui ne nécessite pas de travail particulier pour l'enfant. Non. Il faut savoir que toujours dans ma croyance, l'enfant choisit sa famille. Donc, si l'enfant vous a choisi, ne culpabilisez pas de ce que vous lui faites vivre, de ce que vous vivez. Il est venu vivre ce genre de choses. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Mélanie, je culpabilise, je divorce et mes enfants, les pauvres, je leur fais subir ça. » Non, ils sont venus vivre un divorce, une séparation, c'est OK pour eux. Et à partir du moment où vous faites du mieux que vous pouvez pour accompagner votre enfant, c'est très bien de penser à vous. Si vous n'êtes plus heureux, heureuse, c'est OK de vous séparer et de faire des choix pour vous. Votre enfant est venu s'incarner pour vivre ce genre de choses. J'avais une autre question aussi qui m'était venue. Par exemple, dans le cas où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'ai failli m'appeler comme ça, mais finalement, au dernier moment, on m'a appelé comme ça, etc. Est-ce que ça serait aussi intéressant d'aller voir le premier prénom qu'on était censé avoir jusqu'au dernier moment et puis peut-être voir s'il y avait quelque chose
par rapport à ça, ou ça n'a pas de Oui. lien du tout? Alors, ça dépend. En fait, ça peut très bien être les parents qui étaient pas vraiment connectés, on va dire, à l'enfant, à l'âme de l'enfant, et donc ils voulaient appeler, par exemple, leur enfant Marie, et puis tout d'un coup, ils ont eu la révélation, ah bah non, elle s'appellera Anaïs, par exemple. Donc, vous pouvez très bien aller voir la signification de Marie, mais oui, ça a quand même une importance parce que si on a hésité avec un autre prénom, bien sûr que le premier prénom a une égrégore, a peut-être une info à donner. Donc oui, vous pouvez aller voir si vous en avez envie. À vous de mener votre enquête un petit peu comme vous le voulez. Par exemple, pour les prénoms de gisant. Donc je vous rappelle que l'enfant gisant, c'est l'enfant qui prend la place, alors ou d'une grossesse qui n'a pas été au bout, ou d'un enfant qui est décédé jeune, ou d'un ancêtre aussi qui est parti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gisant. Vous trouverez plein d'infos sur Internet à ce sujet. Et par exemple, l'enfant porteur du syndrome gisant, eh bien, c'est l'enfant qui est né après le décès d'un aïeul. Par exemple, je perds mon frère qui s'appelle Paul. 6 mois après, je tombe enceinte, c'est un garçon, j'appelle mon enfant Paul. C'est ça le syndrome du gisant. Ou alors, je suis enceinte, j'ai envie d'appeler, si c'est une fille, bon, encore une fois, Marie. Si c'est un garçon, Nicolas. Ma grossesse ne se passe pas comme il faut, je retombe enceinte tout de suite derrière et je redonne le prénom que j'avais voulu donner au premier enfant. Ça s'appelle le syndrome du gisant, qui arrive donc juste après un deuil prénatal ou un enfant décédé. Et donc, ça peut empêcher les enfants, les personnes de vivre leur propre vie parce qu'elles sont liées à la personne disparue. Et elles portent parfois le costume de cette personne disparue, le costume énergétique évidemment. Et donc, il peut y avoir ce sentiment de vivre à côté de ses pompes, d'être à côté de ses pompes, de ne pas comprendre la vie. Ça peut arriver, exemple de prénoms gisants, Ange, Angèle, Angélique, Jean, Agnès, Céleste, Célestin. Ça, c'est des deuils qui ne sont pas faits. C'est en général des deuils qui ne sont pas terminés. Il y a aussi le fameux Christelle, Joël, Naël, Michel, Marielle, tous les noms en L, E, 2 L, E, comme tu disais tout à l'heure, puisque L, A, I, L, E, ange, les ailes d'ange. Il y a aussi les prénoms avec vie, Sylvie, Sylvain. Est-ce que l'enfant va vivre? Est-ce que je vais aller au bout de ma grossesse? Il y a aussi les Nathalie, problèmes liés à la natalité, fausse couche, IVG, enfant mort-né, puisque dans Nathalie, on entend quand même natalité. Ouais. Il y a aussi les prénoms d'adultère. Les Julie. Dans Julie, on entend Jules-lit, donc J apostrophe E-U-S, et le lit où on dort. Il y a aussi les Julien, Julien. Il y a aussi les Amandine, l'Amandine. Les prénoms qui sortent de l'ordinaire aussi. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, mes descendants s'appellent Ibrahim, que sais-je, tous les prénoms un petit peu, on va dire, qui ont une couleur familiale. Et puis tout d'un coup, il y a un Paul, un Jean, un Mathieu, Adélaïde. Et puis là, on sait qu'il y a eu, encore une fois, possibilité de fricotage quelque part. Ça peut être aussi, tiens, je vais vous raconter une anecdote. Ça, c'était typique de l'époque des Allemands. Quand il y a eu la guerre, malheureusement, il y a des femmes qui ont fricoté avec l'ennemi parce que le mari étant à la guerre depuis X mois, on le sait que les Allemands ont occupé certains villages, certaines villes. Eh bien, il peut y avoir eu fricotage forcé ou non. Il y a des femmes qui ont eu des histoires d'amour avec des soldats allemands. Et on est dans une famille française et d'un coup, prénom allemand, par exemple, ou connotation allemande. Là aussi, on est sûr qu'il y a anguille sous roche. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a énormément d'exemples. En fait, on pourrait sortir tous les prénoms qui existent dans le monde et puis avoir quelque chose à dire sur eux. C'est pour ça qu'il y a quand même des livres qui existent, heureusement, c'est des dictionnaires, je crois que tu nous avais déjà donné, mais je pourrais les remettre en barre de description sur la signification des prénoms qui pourraient être très utiles pour aller chercher votre propre prénom et puis voir ce qui pourrait se cacher derrière. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir tout inclure, sinon on sera encore là demain soir. Et puis du coup, par rapport à ça, ça me fait penser donc aux surnoms qu'on avait également abordés sur l'épisode 1. Et puis là, voilà, si tu veux en retoucher quelques mots, parce que c'est vrai que tu nous avais dit que les surnoms, c'était une façon un petit peu de rejeter son prénom. Et voilà, j'avais eu un peu des débats avec 2-3 amis qui disaient que oui, voilà, mais les surnoms, au final, c'est plutôt des gens qui nous aiment, qui nous les donnent pour que ça soit plus court, mais aussi parce que, tu sais, c'est un peu
Un surnom, c'est un peu comme appeler ton copain, plutôt que de l'appeler par son prénom, tu l'appelles chéri. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça, par rapport au fait de donner un surnom? Le souci, c'est pas de donner un surnom. Quand je parle ici de surnom ou de diminutif, c'est quand la personne en question, elle se donne elle-même ce surnom ou ce diminutif. Que les autres nous donnent des surnoms, par exemple, que moi, on m'appelle Mel, c'est OK. Par exemple, si moi, quand je me présente, je dis je m'appelle Mélanie, mais je préfère que tu m'appelles Mel. Là, Mmh. je suis quelque part dans le déni de mon prénom, dans le déni de mon histoire. J'ignore un petit peu, on va dire, qui je suis. Il y a cette notion aussi de me renier. Alors ça, c'est typique chez aussi les personnes qui sont au point. Moi, j'en ai sur WhatsApp qui m'écrivent, qui s'appellent par exemple Patricia, je te dis comme toi, admettons. Et la personne, au lieu de mettre sur WhatsApp qu'elle s'appelle Patricia, des fois, il y a un surnom ou il y a carrément un autre prénom. Et quand elles viennent me voir en soins pour des problématiques qui n'ont rien à voir, moi, dans le soin, ça ressort que ce sont des personnes qui sont un petit peu dans le rejet d'elles-mêmes en fait. Et quand moi je leur dis, mais par contre tu t'appelles Patricia, pourquoi est-ce que sur WhatsApp tu t'appelles Jeanne? Ah parce que c'est le prénom de ma grand-mère, parce que je sais pas, c'est pour rigoler, j'aime bien ce prénom, parce que quand j'étais petite on m'appelait Jeanne, ça c'est pareil. Là on est dans un refus un petit peu de son histoire et c'est très important de récupérer son prénom. OK, et puis dans le cas des gens qui ont 2 prénoms, je sais pas, Isabelle Françoise, je dis n'importe quoi, si elle veut absolument juste te faire appeler par un des prénoms, c'est la même chose finalement? Alors oui, et je vais même aller plus loin, c'est que là, on est clairement sur un syndrome du gisant, c'est-à-dire que très souvent, il y a eu une grossesse gémellaire et parfois la maman n'était pas au courant parce que parfois quand il y en a deux, on ne sait pas, la maman, elle perd un des deux embryons sans même parfois le savoir. Et là, c'est clair qu'on est ou sur un refus de la personne où elle a beaucoup de mal en fait à faire le deuil de son jumeau, sa jumelle. On peut être aussi sur un gisant, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, et on peut être aussi sur des parents qui ont rejeté un peu l'enfant, c'est-à-dire on devait avoir 2 enfants, on n'en a qu'un, on n'a pas fait le deuil de la deuxième personne et donc ma fille s'appelle Isabelle Françoise, et bien moi je vais l'appeler que Françoise. Tu vois, ça a toujours une incidence et une connotation quand il y a un prénom double comme ça. Dans ce cas, il y aurait vraiment un conseil à donner. Par exemple, si vous êtes parent et que vous avez votre enfant que vous avez appelé Isabelle Françoise, il faut toujours l'appeler comme ça? Ou finalement, psychologiquement pour l'enfant, ça fera rien, tu vois? Est-ce qu'il Ah y a non, un si conseil? vous appelez votre enfant Isabelle Françoise, il faut l'appeler Isabelle Françoise. Si vous Ouais, trouvez que c'est trop long, il faut pas lui donner 2 prénoms, vous voyez? ouais. Alors quand je dis faut pas, bien sûr, vous faites ce que vous voulez et puis si vous l'appelez Isabelle Françoise, c'est qu'il y a quelque chose d'énergétique derrière. Mais si Mmh. votre enfant a 2 prénoms, vous l'appelez par ces 2 prénoms. Si votre enfant, il a un prénom difficile à prononcer et que vous l'appelez par un diminutif parce que c'est trop difficile, non, il a un prénom difficile à prononcer, c'est son prénom. Moi, je m'appelle Mélanie, donc mes parents m'ont toujours appelée Mélanie. Ouais, donc c'est pour ça que des fois, les gens, ils ont l'impression de se chercher et finalement, ils arrivent pas trop à savoir qui ils sont parce que, c'est comme si ce qu'ils sont réellement, ça a jamais été réellement incarné, parce que, finalement, ils utilisaient une partie de leur prénom ou l'un des 2. C'est comme s'il leur manquait une part d'eux-mêmes, finalement. C'est ça. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai des personnes en soins. Je demande toujours votre nom, prénom, date de naissance. Et alors, j'ai des personnes, là, j'ai tous les prénoms. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des personnes qui me disent, je m'appelle Marie, Pierre, Françoise, Dominique, Dupont, nom de jeune fille, bourgeois. Et alors là, je sais que le tranché, il est costaud. Parce que alors là, je demande juste nom, prénom. Et j'ai carrément tous les prénoms, le nom de jeune fille, le nom de mariée. Ça aussi, quand je vous ai en soins, c'est aussi un indice très précieux pour moi que vous le savez pas. Mais moi, j'ai déjà des infos à ce moment-là. Puis souvent, quand tu donnes plusieurs prénoms, comme ça, c'est que très, très souvent, tu les prends de tes, grands-parents, arrière-grands-parents et tout. Puis finalement, là, c'est encore pire, c'est que vraiment comme tu disais, tu as tout l'arbre généalogique avec toi. Ah bah là, et puis surtout quand j'ai une cliente qui me fait ça, ah bah alors là, je sais qu'elle a bien les mémoires de la tante, de la grand-mère, du nom de jeune fille, donc de la lignée paternelle. Enfin, là, je sais que on est bien gratiné sur le transgénérationnel. Ouais.
Et par rapport au nom de famille, là aussi, il y a du coup quelque chose, à voir? Oui, alors ça va être, moi c'est intéressant, c'était une partie, de ma formation que j'ai adorée. Les noms de famille, ils peuvent indiquer des orphelins, s'il s'agit d'un prénom, par exemple, Ophélie, par exemple, ou orphelin tout simplement, hein. Il y a des monsieur et madame orphelins. Ça peut indiquer un métier, boulanger, Mmh. Dubois. Ça peut aussi alors il peut aussi y avoir une particule qui se perd et alors par exemple la particule qui se perd, eh bien ça peut être un changement de statut social. C'est-à-dire que dans ma famille, on a eu un statut social élevé. D'un coup, on a perdu la particule. Donc ça peut générer des problèmes d'abondance, blocage au niveau des projets, etc. Par exemple, il y a aussi la particule physique, le grand, le roux, petit, vilain, le gros, bègue. Ça veut dire en général que vous pouvez venir d'une famille bègue et donc problème de communication. Le gros, problème avec la nourriture. Il peut aussi y avoir ça peut indiquer une ethnie. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, le nom de famille est exotique et puis d'un coup d'un seul, on se retrouve avec un nom de famille latin, français, que sais-je. Quand le nom de famille d'un coup Il il change. change, ça peut indiquer que on a des ancêtres, je sais pas, chinois, mexicains, et puis d'un coup d'un seul, on s'appelle Dupont et on sait pas pourquoi on est attiré par tous ces pays-là alors qu'on s'appelle Dupont. C'est l'égrégore, l'énergie du nom de famille. Alors, encore une fois, je vous rappelle que si vous n'avez pas mis le doigt sur une problématique, ne déprogrammez pas, ne faites pas d'enquête. C'est OK si vous vous appelez le gros et que vous aimez votre corps et que vous n'avez pas de problème avec la nourriture, tout va bien, hein, tout va bene, comme on dit. Hein. Ça m'a fait monter une question. Ça veut dire que les gens qui se marient et qui donc, par exemple, le cas d'une femme qui prend le nom de famille de son mari, ça, de toute façon, son nom de famille à elle, de jeune fille, restera toujours dans ses vibrations. Mais est-ce qu'elle va prendre les vibrations du nom de famille de son Oui, mari? oui. Alors en fait, par exemple, Madame Legrand qui se marie avec Monsieur Dupont, eh bien, elle sera toujours Madame Legrand, c'est-à-dire que elle aura toujours la vibration de Legrand de sa lignée, mais évidemment que en se mariant à Monsieur Dupont, elle va prendre les vibrations du nom Dupont, mais elle ne va pas prendre les blocages en lien avec Dupont. Heureusement, parce que il n'y a pas de lien de sang, mais elle va prendre la vibration du Dupont, ce qui fait que ou la vibration Legrand, elle va se mettre en sommeil et elle va pas forcément travailler sur la vibration Legrand, ou elle va oublier la vibration Legrand et dans ce cas-là, elle va avoir peut-être un peu plus de mal à travailler sur elle, dans le sens où quand on prend le nom du mari, forcément on oublie un peu sa descendance, on oublie un peu sa lignée, et pourtant l'énergie elle vit toujours en nous, mais c'est plus compliqué de la travailler du coup. Et d'ailleurs, si vous remarquez, actuellement les femmes elles aiment garder leur nom de famille. Alors cette fois c'est non pas par loyauté, non pas parce que je garde les casseroles de ma lignée, mais parce que je suis ma lignée et je n'oublie pas qui je suis, d'où je viens. À l'époque, la femme, quand elle se mariait, elle oubliait quand même un petit peu beaucoup qui elle était. Elle vivait quand même un peu beaucoup pour son mari, pour sa famille. Elle se mettait entre parenthèses. Ouais, donc bon, c'est déjà une bonne nouvelle de pas prendre les casseroles finalement de son mari, de la famille de son mari, parce que ça serait doublement compliqué pour nous les femmes. Non, non, on ne prend pas la casserole du mari. Par contre, les enfants prennent les casseroles de papa et de maman, évidemment, mais pas forcément des deux. Hein. Parfois, ils prennent les casseroles que de papa, que de maman, ou plus de papa, plus de maman. Mais par contre, on est bien d'accord que même si c'est Monsieur et Madame Dupont, l'enfant Dupont prendra les casseroles de Legrand et de Dupont. Oui, puis les enfants qui prennent, voilà, les casseroles, les traumatismes et tout de papa, maman, ça, là, c'est même plus vraiment par rapport au prénom, enfin au nom de famille, c'est vraiment par rapport au fait que c'est leurs parents. Et puis là, on passe sur de la loyauté familiale. Et là, on repasse sur le transgé normal, c'est-à-dire le Ouais. prénom, le nom de famille, les casseroles des ancêtres, exactement. Ok. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples à donner par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu les noms de famille, les prénoms, les surnoms. On a reparlé justement de la loyauté familiale au tout début. Est-ce que tu as Ouais. d'autres choses peut-être à compléter? Alors, je vais vous donner des exemples de cas concrets. Je vais changer les prénoms à chaque fois, évidemment, pour que ça soit un peu plus confidentiel. Donc là, je vais passer dans des exemples concrets. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de Pauline. Pauline qui a des problèmes de santé quand elle
approche de la quarantaine. Pauline approche de la quarantaine et elle a des problèmes de santé. En psychogénéalogie, donc en rendez-vous, j'ai posé des questions à Pauline et Pauline m'a expliqué que les hommes du côté paternel, les femmes, pardon, du côté paternel ont déclenché des maladies en lien avec les poumons vers la quarantaine. Ok ? Donc elle me dit, maman a eu tel problème, grand-mère a eu tel problème et à 39 ans, 41 ans, 40 ans. Bon. Et Pauline, je vous rappelle qu'elle approche de la quarantaine. Pauline, elle apprend par la suite que son arrière-grand-mère est morte à 40 ans asphyxiée dans un incendie. Et donc Pauline, en loyauté avec les femmes de sa famille, a déclenché de l'asthme. Et elle sait pas trop pourquoi cet asthme est arrivé, mais bon, maintenant, du coup, elle l'a compris. Et en fait, c'est toujours lié aux mêmes organes. C'est-à-dire que les femmes de la lignée, où elles sont mortes d'un cancer du poumon, où elles sont mortes d'asthme, où elles sont mortes d'un problème au poumon. Et donc, Pauline, elle a gardé cette loyauté qui fait que à 40 ans, les femmes, elles ont un problème au poumon et elles en meurent. Donc, à ce moment-là, en rendez-vous, eh bien, je lui propose donc déjà le fait d'en parler, parce que la psychogénéalogie, c'est ça, c'est vous me parlez de votre génosociogramme, de votre arbre généalogique. En parlant, on conscientise et on analyse. En fait, le fait d'analyser, de conscientiser, il y a déjà une libération qui se fait. Et donc ensuite, eh bien moi, je donne un exercice pour déprogrammer et reprogrammer le cerveau pour que elle puisse se détacher de cette loyauté et rendre un petit peu ce problème de poumon, on va dire, aux femmes de sa lignée. Pour ne pas qu'elle meure, attention, j'ai pas de baguette magique, hein, je suis pas magicienne. Bien sûr que je fais en sorte qu'elle n'ait pas qu'avec les exercices, qu'elle déclenche pas de problème, mais bien évidemment que ni vous ni moi, on a la main dessus, hein. Elle peut très bien être asthmatique, mais un asthme léger, alors que si par exemple elle n'avait pas eu le rendez-vous, peut-être qu'elle aurait eu un asthme très grave, voilà. Mais j'insiste sur le fait que je ne vous guéris pas, que je ne vous promets pas monts et merveilles, mais en tout cas, la déprogrammation et la reprogrammation, elle permet quand même d'éviter que ça se reproduise, au moins pour vos aïeux. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, au moins pour que la lignée descendante n'ait pas ce problème au poumon. C'est valable pour tous les organes, hein. C'est-à-dire que si vous avez mal au dos, intestin, accident, je sais pas si autour de la trentaine, vingtaine, quarantaine, les personnes de votre famille ont des accidents graves, voiture, avion, vélo, roller, que sais-je. C'est valable pour tout, c'est ce qu'on appelle la date anniversaire, hein. Quand elle se rapproche, la date anniversaire, il peut se déclencher chez vous des faits, des choses qui rappellent cette date anniversaire en loyauté par rapport à votre famille. Par exemple, moi, autour de la trentaine, les femmes de ma lignée, alors ça a commencé chez ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je sais plus, mais ma grand-mère, elle a été veuve autour de 30 ans. Ma mère, elle a divorcé de mon père autour de 30 ans. Moi, autour de mes 30 ans, j'étais aussi paxée, je me suis séparée. Et ça, je l'ai compris en m'éveillant, la date anniversaire des 30 ans dans ma lignée maternelle. Voilà, typiquement, une façon de repérer le pourquoi un problème survient quand il n'y a pas d'autre raison, quand tout semblait aller bien, puis que d'un coup, mais c'est bizarre que pile à ce moment-là, voilà, c'est une très bonne piste finalement à explorer dans ces cas-là, ouais. Ça, les dates anniversaires de papa, maman, grand-père, grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel âge, quelle date ils se sont mariés, divorcés, tombés malades, que sais-je, décès. Et repérer à la date anniversaire qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous, il vous arrive. Et vous verrez que peut-être que vous aurez une loyauté. J'ai un autre exemple. J'ai Justine. Alors dans Justine, il y a justice. En général, les Justines, elles aiment l'équilibre, elles aiment la justice, elles ont la blessure d'injustice, elles ne supportent pas l'injustice, elles peuvent faire des métiers en lien avec la justice. Par exemple, Justine qui me consulte parce qu'elle vit des situations injustes. Il y a aussi beaucoup de répétitions de conflits dans sa famille. Elle est dans une famille où il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'injustices. Bon, avec le travail qu'on fait, on se rend compte que l'arrière-grand-père et le grand-père ont déshérité leur fils suite à un acte honteux que ce dernier n'avait pas commis. C'est-à-dire, on accuse le fils d'avoir pris de l'argent dans la caisse alors que c'est pas vrai. Bam, je te déshérite. Depuis, il y a des ruptures dans la famille, notamment entre père et fils. On se parle plus, on se dispute,
on se déshérite. Bon. Et donc Justine, qui a un prénom en lien avec la justice, elle vit souvent des situations injustes avec sa famille, ou alors elle perd ce qui lui est dû, donc pas forcément de l'argent, hein, mais ce qui lui est dû, c'est-à-dire un merci qu'on ne lui dit pas, peu importe. Hein. Et donc Justine, elle est venue pour réparer cette loyauté, et donc à ce moment-là, eh bien, je vais corriger l'injustice pour apaiser la descendance, hein, et je vais lui proposer des exercices pour que la justice se rétablisse, puisque je rappelle que l'arrière-grand-père, le grand-père ont déshérité donc le fils, le père de Justine, et donc on rétablit la justice dans les énergies et dans la tête de Justine, dans la loyauté de Justine. Même si Justine, sur le coup, elle n'en avait pas conscience, l'acte que je vais lui donner va rétablir cette justice dans les énergies, dans la lignée. Et donc, je dis pas que toute la famille va se réconcilier à ce moment-là, mais en tout cas, il y aura plus d'injustice, il y aura moins de conflits et peut-être des pardons, des réconciliations. En tout cas, Justine n'aura plus l'impression de vivre de l'injustice. Au niveau du dernier exemple, j'ai Angélique. Angélique, on a vu tout à l'heure, Angèle, ange. Angélique essaye d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Elle a fait des tests médicaux, tout va bien. Le travail que je fais avec elle montre des événements traumatisants autour de la grossesse. Il y a eu beaucoup de pertes de bébés du côté grand-mère paternelle, grand-mère maternelle. En parlant, elle se rappelle que sa grand-mère a perdu un bébé à quelques jours de vie et que cette histoire allait rester secrète pour beaucoup de personnes de la famille. C'est un sujet dont fallait pas parler parce que mamie en a souffert, parce que non, ne remets pas ça sur le tapis. Ça sert à rien. Et donc, l'enfant n'a pas été nommé ni reconnu. Donc, je pars de l'hypothèse que le deuil est inachevé et le prénom de Angélique appuie mon hypothèse. Et donc, eh bien, elle a inconsciemment la loyauté envers cette grand-mère, la peur de tomber enceinte parce que j'ai peur que ma grossesse n'aille pas au bout, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Et Angélique, c'est aussi un prénom gisant, c'est-à-dire qu'elle a très bien pu avoir ce prénom de gisant de la grand-mère qui a perdu son bébé parce qu'on est dans un prénom de gisant. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je propose un acte réparateur pour justement que le deuil de cet enfant soit fait dans les énergies d'Angélique et donc dans les énergies de la lignée. Et en général, ça débloque très souvent une grossesse dans les mois à venir. C'est vraiment incroyable tout ce bagage que peut avoir un prénom et puis la loyauté familiale. D'ailleurs, ça me faisait penser, est-ce que avant de consulter quelqu'un qui se dit « Ok, moi j'ai envie de travailler un petit peu là-dessus, de faire un peu des recherches parce que je sens que j'ai des blocages et tout. » Puis avant d'aller faire une consultation, est-ce qu'il y a déjà des choses qu'elle peut faire, comme par exemple, tu le disais très bien avant, de repérer des dates anniversaires importantes dans sa famille peut-être, comme des morts qui ont lieu à peu près au même temps, des maladies, des naissances, des... Ça dépend si la personne, elle se sent bloquée. Parce que si la personne, elle se sent pas bloquée, si elle repère des choses et que ça lui parle, oui. Mais si elle repère des choses et qu'elle se dit, je vois pas le rapport, j'ai pas perdu d'enfant, je gagne bien ma vie, il n'y a pas vraiment besoin de consulter si elle fait ce genre de remarques, sauf si elle se dit, ah mais bien sûr, mais je l'avais pas vu avant, mais oui, effectivement, je veux en savoir un peu plus. Après, il y a aussi les personnes qui sont curieuses de connaître leur histoire et qui peuvent me consulter. Et bon, moi, je vous rassure, je vous trouve toujours une petite loyauté à libérer. Hein. Je trouve toujours un petit quelque chose, n'est-ce pas? Mais si vous ne vous sentez pas bloqué, il n'y a pas besoin. Mais normalement, si vous écoutez ce podcast, c'est que ou vous êtes curieux, ou ça vous parle et vous avez besoin d'une séance. Parce qu'on n'écoute pas ce genre de podcast si ça ne nous parle pas. Et d'ailleurs, je rebondis avec un dernier exemple parce que c'est important. Par exemple, je prends le cas là de Marie-Louise. Tout va bien dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est un exemple que je vais vous donner parce que tout va bien. Elle a 2 enfants, elle a un emploi stable, un emploi épanouissant, elle gagne bien sa vie, elle prend soin d'elle, elle est en bonne santé, elle habite à la campagne, elle est mariée depuis 10 ans. J'ai envie de dire, pas d'ombre au tableau pour Marie-Louise. Sauf que depuis 1 an, elle a beaucoup de mal à dormir avec son mari et quand elle dort avec son mari, elle fait des cauchemars, elle fait des angoisses, elle est pas bien. Et pourtant, elle est amoureuse, comme je viens de vous le dire, là, tout va bien, il y a pas de problème. Et donc, Marie-Louise, elle me consulte, on fait donc le génosociogramme, je lui pose des questions, elle m'explique, etc., etc.
Et elle m'explique qu'avant de se coucher à côté de son mari, elle a des symptômes physiques. Bouffée de chaleur, tête qui tourne, palpitations, insomnie. Elle se sent déjà pas bien avant même de rentrer dans le lit à côté de son mari. Elle ressent de la colère contre lui alors que il est compréhensif, il est gentil. Bon, elle comprend vraiment pas. Elle discute aussi beaucoup avec lui. Donc pour vous dire que vraiment, on est sur un couple comme on aime. Hein. Bon, évidemment, elle culpabilise, elle a envie de dormir à côté de lui, mais elle sait pas comment. On fait ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire que je lui pose des questions, je fais son génosociogramme et j'apprends en discutant avec elle. Quasiment à la fin de la consultation, pour vous dire à quel point c'était vraiment un blocage où on a vraiment bien mis le mouchoir dessus, et ben j'apprends que le grand-père abusait de sa fille, donc de sa mère. Il profitait de sa fille quand sa femme dormait et il se glissait dans le lit de sa fille quand sa femme dormait, sa femme qui était alcoolique. Donc quand elle était alcoolisée, bah, vous vous doutez bien que quand elle dormait à point fermé. Bon. En tout cas, cette petite fille, donc à l'époque, elle était terrorisée d'aller s'endormir hein, parce qu'elle savait très bien que le père allait se glisser dans son lit. Ce sont des choses qui ont commencé quand elle avait à peu près 7 ou 8 ans et lui, il avait une quarantaine d'années. Tout ça pour vous dire que Marie-Louise, pardon, elle porte ce traumatisme de mémoire de viol incestueux, ok, dont elle ne parle pas, dont personne ne parle dans la famille parce que c'est la honte, parce que c'est pas vrai, parce que. À ce moment-là, son mari, à Marie-Louise, je vous le donne dans le mille, il vient de fêter ses 40 ans. L'âge du fameux grand-père. Donc son inconscient à Marie-Lise lui dit danger, 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 c'est l'âge du grand-père où il s'est passé cette chose affreuse. Et donc c'est pour ça en fait qu'elle a tous ces symptômes parce que son inconscient, ses énergies se sentent en insécurité. Et elle en était même au point où elle m'a consulté qu'elle dormait sur le canapé, elle arrivait même plus à dormir avec son mari. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai tout simplement proposé un acte de réparation. Et puis déjà le fait d'en avoir parlé, ça l'a libéré parce que dans sa famille, on n'en parle pas. Hein. Vous savez, ce genre de choses, à l'époque, on n'en parlait pas. On est en train maintenant d'apprendre à en parler et c'est très bien. Il faut en parler parce que se taire, c'est double traumatisme. Hein. C'est le traumatisme de la violence qui a été subie et c'est le secret. Et alors là, on a le combo parfait d'une mémoire bloquante qui peut vous gêner dans plusieurs domaines de votre vie. De nouveau, une sorte de date anniversaire et puis quelqu'un qui aura jamais eu de soucis importants et puis qui se dit pas tiens, la psychogénéalogie, j'en aurais besoin. Ben peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, il y a un blocage, il y a des schémas répétitifs qui se mettent en place, tu sais pas pourquoi. Et bim, en fait, c'est qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. C'est ça. Le truc aussi typique, c'est j'ai voyagé, je prends l'avion et puis d'un coup, j'ai 50 ans, j'ai peur de prendre l'avion. On est quasiment sûr qu'à la cinquantaine, il s'est passé quelque chose dans la lignée, un voyage qui s'est mal passé, un exode, on a pris ses clics et ses claques et on est parti bim bam boum et du coup, voyager, ça réveille la mémoire du voyage. On est quasiment sûr, mais encore une fois, voilà, ne faites pas les demandes et les réponses. Parfois, c'est autre chose, mais quand même, à 90% du 90% du temps, c'est ou une vie intérieure ou une loyauté transgénérationnelle qui se réveille. D'où en fait ce que je disais, c'était de dire si d'un coup vous sentez que vous êtes bloqué, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer, des symptômes physiques que vous n'arrivez pas à expliquer malgré des rendez-vous médicaux, etc. Là, oui, ça peut être intéressant d'aller chercher et puis justement de peut-être commencer vous-même à vous intéresser et après bien sûr rien ne vaut l'accompagnement parce que là on va beaucoup plus loin puis on va vraiment chercher des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Mais c'était là le truc où je voulais en venir, c'était peut-être se renseigner un peu de son côté, regarder son prénom, regarder les dates anniversaires, et puis après aller plus loin, évidemment. De toute façon, c'est simple. Quand vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, la réponse, elle est dans l'énoncé. Ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est l'invisible. Donc, vous êtes quasiment sûr que c'est de l'ordre de la 5D, c'est-à-dire de la 5e dimension de l'invisible, de l'âme, des énergies. Quand vous ne vous expliquez pas quelque chose, c'est quasiment tout le temps quelque chose sur le plan de l'âme, des énergies, de la lignée. Voilà, c'est simple. Ce qui ne s'explique pas s'explique par l'invisible. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Il me semble qu'on arrive au bout gentiment de tout ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Non, pour moi, c'est bon. Je pense que je vous ai donné pas mal de clés pour mener votre propre enquête. Pour moi, c'est bon. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire à les poser et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aussi des questions sur la manière dont je fonctionne en séance, vous
pouvez m'écrire sur mon Instagram ou en commentaire sous YouTube. Je vous répondrai aussi avec grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je vous lirai vraiment avec plaisir et attention. Retournez écouter l'épisode 1 parce que là, on avait aussi abordé un peu comment tu faisais ta séance en psychogénéalogie. Donc ça peut vraiment être utile si vous voulez en savoir plus, d'aller écouter partie 1 qui sera donc en barre de description. Je remettrai également les lectures que tu nous avais conseillées. Si tu en as d'autres, t'hésiteras pas si jamais à compléter. Et puis tous les liens vers tes réseaux sociaux, ton site seront également en barre de description. Super, merci beaucoup. Et ben alors, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette partie 2. Et puis qui sait, peut-être on se refera un épisode, mais sur un autre sujet, vu qu'on a vu dans l'épisode 1 que tu as énormément de casquettes. Potentiellement un autre épisode sur autre chose, un de ces jours. Avec grand plaisir. Passe une très belle journée et puis à tout bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter la partie 2 sur la psychogénéalogie en compagnie de Mélanie. Je profite de ce moment pour vous annoncer également que Mélanie fera partie des thérapeutes inscrites sur l'annuaire Esoterra et que si vous voulez y figurer également, vous trouverez l'adresse email à contacter pour vous inscrire et bénéficier de 1 an gratuit. Alors ne perdez pas de temps, vous avez jusqu'à la fin du mois. Merci d'avoir écouté cet épisode, soutenez le podcast en laissant un j'aime et un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sinon on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.